Bonjour à tous, vous m'entendez? Voilà, vous allez pouvoir commencer de façon. Alors, bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un cours sur les essais cliniques et le placebo. Donc l'idée, ça va être un peu de vous présenter les différentes contraintes des essais cliniques, les méthodologies et ce qui fait en fait quels sont les critères que doivent respecter les firmes pharmaceutiques pour le déroulement des essais cliniques et donc pour conduire à l'AMM des nouveaux médicaments. Donc j'aborderai le thème du placebo pendant ce cours, quand ça sera le thème du comparateur. Alors, quand on parle d'essais cliniques, il faut replacer un peu dans son contexte, c'est dans le cadre du développement du médicament. Alors, vous savez que le développement d'un médicament, ça prend énormément de temps, plus de 20 ans pour arriver à une molécule qui va pouvoir être utilisée pour traiter des patients dans des indications précises. Ça va commencer par un screening de différentes molécules qu'on va faire agir sur des récepteurs sur lesquels on veut avoir un effet. Et une fois qu'on a quelques molécules, qu'on a un petit pactole de molécules qui ont été sélectionnées, on va commencer à faire des études in vitro. Ces études in vitro, elles vont être faites sur des cellules ou sur des organes isolés pour essayer de voir les différents effets, quels autres récepteurs que celui ciblé ça va toucher, etc. Puis on va passer sur l'animal, donc première administration à l'animal, où là on va essayer de voir un petit peu la toxicité du médicament, les premiers effets qu'on observe, autant les effets recherchés que les effets indésirables. Et une fois qu'on a fait les phases d'essai chez l'animal, on va commencer la première administration chez l'homme. Donc moi, quand je vous parle d'essai clinique, c'est l'administration chez l'homme, les essais réalisés chez l'homme. Et essai, c'est-à-dire avant l'autorisation de mise sur le marché. Il y a plusieurs phases d'essais cliniques, il y a 3 phases. Et en fait, les phases, elles se déroulent, on part du plus petit nombre de sujets. Au départ, la première phase, on est sur un très petit nombre de sujets, une dizaine de sujets, qui sont sains, donc qui n'ont pas la pathologie qu'on veut traiter, parce qu'on veut des sujets qui sont en bonne santé, en forme, pour pouvoir bien réagir dans le cas où il y aurait des effets qu'on n'aurait pas du tout anticipés avec les essais sur l'animal et qui peuvent être potentiellement dangereux. Donc phase 1, c'est une phase particulière avec très peu de sujets et on va juste essayer de voir que c'est pas trop dangereux. Phase 2, on augmente un peu plus le nombre de sujets et là on va passer sur des sujets malades, donc qui ont la pathologie qu'on veut traiter. Et enfin la phase 3, c'est la grande phase où on inclut un grand nombre de sujets, c'est là qu'on va les suivre le plus longtemps possible. Et en fait, l'objectif de cette phase, ça va être de démontrer l'efficacité du médicament. Donc quand on parle d'essais cliniques, on parle de ces 3 phases. Finalement, l'objectif de l'essai clinique, ça va être de démontrer l'efficacité du médicament. Donc quand on dit efficacité, c'est un petit peu relatif. C'est montrer que ça marche dans une situation précise. En tout cas, l'objectif, c'est de dire nous, en médecine, dans le monde, dans les pays au moins développés, on fonctionne par l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine fondée sur les preuves. Toutes les recommandations qui sont faites par les autorités de santé, elles sont faites au regard de ces essais cliniques ou d'autres études, mais en tout cas des études qui auraient montré l'efficacité du médicament. C'est en fait l'inverse de la pratique empirique en disant moi j'ai donné ce médicament à mon patient, ça allait mieux, donc je pense que ce médicament il marche bien, donc je vais l'utiliser chez les autres, etc. Là, l'objectif, c'est on fait des études pour démontrer qu'il y a une efficacité. Et je vais vous présenter comment est-ce qu'on démontre l'efficacité des médicaments. Et une fois que c'est démontré, on va pouvoir utiliser ce médicament.
Alors moi, là, dans ce cours-là, le cours sur les essais cliniques et notamment la méthodologie, ça concernera surtout les essais de phase 3 qui ont pour objectif de démontrer l'efficacité. Je ne vais pas vraiment parler des phases 1 et 2 qui sont des phases plus particulières, comme je vous disais, pour voir vraiment la toxicité et les réponses, les différentes réponses du médicament, mais on va plutôt se concentrer sur la phase 3, donc celle qui est juste avant l'autorisation de mise sur le marché. Alors, les grands principes sur les essais cliniques, le premier principe qu'il faut que vous ayez toujours en tête, c'est que l'essai clinique, il est mené par la firme pharmaceutique qui veut obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc, il est fait pour démontrer cette efficacité, c'est-à-dire que, comme vous verrez, la firme va poser une question, enfin va essayer de démontrer l'efficacité des médicaments sur un critère particulier, et l'objectif, ça sera de calculer le nombre de sujets nécessaires dans cette étude pour avoir un résultat statistiquement significatif qui va montrer l'efficacité de ce médicament. Donc, comme l'objectif, c'est d'investir, finalement, de dépenser quand même le moins d'argent possible parce que ça coûte extrêmement cher, les essais cliniques, tout va être calculé au nombre de patients prêts, en prévoyant combien de patients risquent de sortir des essais de l'essai, combien de patients peuvent changer de bras, enfin, etc. Tout est calculé à l'avance pour qu'on soit pile dans le nombre de patients à inclure, pas plus, pas moins, pour montrer l'efficacité du médicament. Donc il faut vraiment toujours avoir en tête que c'est la firme pharmaceutique qui mène l'essai. Donc c'est elle qui va dire, moi je vais faire un essai clinique pour ce médicament-là, que je voudrais, pour lequel je voudrais une autorisation de mise sur le marché dans cette indication précise-là. Et c'est la firme pharmaceutique qui décide de l'indication. Et c'est la firme pharmaceutique qui fait tout le plan d'analyse, tout le plan de l'essai. Donc c'est pour ça qu'on parle de médicaments orphelins, par exemple. Ce sont des médicaments pour lesquels des maladies orphelines sont des maladies pour lesquelles il n'y a pas vraiment de médicaments. Et pourquoi il n'y a pas de médicaments? Parce que il n'y a pas d'intérêt de rentabilité derrière, donc les firmes pharmaceutiques ne font pas d'essais, parce que c'est à la bonne volonté des firmes pharmaceutiques. Alors, les essais cliniques, vous allez le voir, ils suivent une méthodologie très rigoureuse pour plusieurs raisons. La première raison, elle est scientifique. Donc, comme je vous disais, il ne faut pas de perte de patients, de temps, d'argent, etc. Donc, tout est calculé pour que l'essai, il apporte exactement la réponse à la question posée, ni plus ni moins. Donc, on va tout planifier en avance. Pour des raisons éthiques également, puisque, bien sûr, tout ça est réalisé dans le cadre de la protection de l'intégrité et de la liberté des personnes. Donc, il y a des comités de protection des personnes qui valident en amont les protocoles pour s'assurer qu'on respecte bien tous ces critères d'intégrité et de liberté des personnes. Et également, il y a des raisons réglementaires, puisque je vous disais, un essai clinique, son objectif, c'est d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. Ce sont les agences européennes ou françaises qui vont lire le rapport de l'essai pour dire, à l'issue de ça, oui ou non, on donne une autorisation de mise sur le marché. Donc, l'objectif, c'est que l'essai clinique, il répond vraiment à tous les critères que vont regarder par la suite les agences pour donner leur verdict. Donc il y a une méthodologie qui est rigoureuse à suivre et je vais vous présenter un peu les grands principes de ces méthodologies. Donc finalement, un seul objectif de l'essai clinique de phase 3, ça va être de démontrer l'efficacité du médicament. Donc là, c'est important d'avoir en tête que c'est une notion d'efficacité entre guillemets, parce que ça va être une efficacité, c'est sur un critère de jugement précis, et dans une indication donnée. Et bien sûr, là, il n'y a pas de notion d'objectif de recueillir des informations sur les effets indésirables. Et ça, c'est très important parce que vous savez, ou pas, je ne sais pas, en tout cas en statistique ou dans une étude, finalement, une étude est construite pour répondre à une question. Toutes les informations complémentaires qu'on recueille dans le cadre de cette étude
on ne pourra pas conclure sur ces informations dans la mesure où l'étude n'a pas été construite pour répondre à cette question. Si vous observez des effets indésirables, voilà, vous ne pouvez pas conclure sur le pourcentage d'effets, tout ça, si rien n'est construit pour étudier ces effets indésirables. On ne pourra conclure que sur la question posée, puisque tout le plan d'analyse statistique a été construit pour répondre à cette question. C'est bon? Est-ce que le rythme, ça va? Je ne vais pas trop vite. Alors, pour commencer, je vous ai dit que pour démontrer, l'objectif des essais cliniques de phase 3, ça va être de démontrer l'efficacité d'un médicament sur un critère de jugement précis. Vous le verrez si vous lisez différentes études publiées. À chaque fois, on va prendre un critère de jugement. Le critère de jugement, c'est appelé endpoint ou outcome dans les études. Donc c'est la variable dont la valeur est susceptible de se modifier sous l'effet du traitement. Je vais vous donner différents exemples ensuite. Il existe différents types de critères de jugement. Donc il y a des critères cliniques, il y a des critères intermédiaires ou également appelés critères de substitution et des critères composites. Donc je vais détailler un peu ces différents types de critères de jugement. Pour le premier, le critère clinique, c'est un critère qui prend en compte la modification de la quantité, c'est-à-dire de la durée de vie, ou de la qualité de vie. Donc plusieurs types de critères cliniques selon en fait l'objectif thérapeutique. Donc si par exemple vous avez un médicament ou une pathologie qui peut guérir, on va avoir comme critère pour ce médicament un objectif de guérison. Pour d'autres médicaments, pour d'autres pathologies, ça sera un objectif de prévention, d'autres un objectif symptomatologique, ça va diminuer les symptômes. Ou d'autres, comme je vous disais, amélioration de la qualité de vie. Donc tout va dépendre de la maladie que le médicament à laisser doit traiter. Donc des exemples plus précis. Par exemple, si vous avez une pathologie aiguë résolutive, donc par exemple, vous voulez développer un médicament contre le rhume. Le rhume, la moyenne de durée du rhume, c'est de 7 jours. Donc votre objectif thérapeutique, ça va être de diminuer la durée de la pathologie. Si vous avez une pathologie qui peut se compliquer, par exemple la grippe avec des pathologies pneumo, un médicament contre la grippe, il va pouvoir avoir comme critère de jugement les complications liées à la grippe. Donc on va mesurer les fréquences de ces complications. Vous avez également des pathologies qui peuvent guérir. Donc comme je vous disais, on va mesurer le taux de guérison. Dans des situations à risque, donc l'objectif c'est la prévention primaire et on va mesurer la fréquence des événements qui surviennent. En prévention secondaire, on va mesurer la fréquence des récidives et par exemple pour les maladies chroniques, on va pouvoir aussi mesurer la fréquence des complications. Donc il n'y a pas de bons ou de mauvais critères cliniques, mais ça va dépendre de la pathologie qu'on traite. Bien évidemment, pour certaines pathologies qui ne guérissent pas, ça va être, on ne va jamais pouvoir prendre un critère clinique qui sera le critère de guérison. Donc l'avantage, le critère clinique le plus intéressant, c'est la morbimortalité. Finalement, quand vous allez traiter un patient avec un médicament, l'objectif, ça va être qu'il ne meure pas, finalement, qu'il aille mieux. D'accord ? C'est l'objectif, global à terme, quoi. Donc, ça va être le plus robuste, puisque finalement, si vous avez un critère qui est la morbimortalité, ça sera un critère qui va être le plus informatif possible. En réalité, ça devrait être l'objectif de toutes les études, qu'on évalue sur des critères que nous, on veut obtenir, en tant que soignant. Et c'est les essais qui sont réalisés en utilisant des critères cliniques sont les seuls essais qui montrent la preuve solide du bénéfice du médicament. Pourquoi toutes les études n'utilisent pas des critères cliniques ? Parce que, en fait, ça sera des études qui vont être beaucoup plus longues et beaucoup plus coûteuses. Si vous voulez, avec par exemple les statines, mesurer la morbimortalité sous statine, ce qui est très intéressant, il va falloir faire
une étude où on inclut beaucoup de monde et où on les suit suffisamment longtemps pour avoir le temps que certains décèdent, d'autres non, et on va pouvoir mesurer la mortalité. Donc ça nécessite énormément de temps. Et il faut inclure beaucoup de patients pour avoir une puissance suffisante quand les événements sont rares. On ne pourra pas le mesurer chez tous les patients, donc il faut vraiment beaucoup de monde. Plus on a de monde dans notre essai, plus on aura une puissance statistique importante. Donc normalement, le critère clinique est le critère le plus robuste. Cependant, il faut faire attention parce que parfois, il y a certains critères cliniques qui ne sont pas forcément pertinents. Donc par exemple, pour traiter l'AOMI, où il y a un traitement qui est vasodilatateur et qui montre son efficacité sur un critère qui est le périmètre de marche de 20 mètres. On regarde si oui ou non les patients ils arrivent à marcher sur 20 mètres ou est-ce qu'on a une diminution de leur périmètre de marche due à la maladie. Donc il y a des essais comme ça qui sont construits et qui disent nous on prend ce critère-là. Et oui ou non, on trouve une amélioration avec le médicament. Donc s'ils trouvent que le médicament est efficace, ils vont conclure à l'essai que oui, il y a une amélioration, une efficacité du médicament. Mais il faut bien sûr se poser la question sur quoi a été mesurée cette efficacité. Parce que est-ce qu'en pratique clinique, vous trouvez ça intéressant, vous allez pouvoir dire à vos patients ça va être super, vous allez avoir un périmètre de match de 20 mètres supplémentaires ou pas. En fait, il faut toujours se poser la question de la pertinence clinique. Et il faut aussi savoir que la majorité des études, d'un point de vue statistique, c'est plus simple d'évaluer sur un critère binaire, oui ou non. Donc, les patients, on va mesurer, on va dire oui ou non, ils marchent 20 mètres, enfin, oui ou non. Et donc, ça veut dire qu'à l'issue de ça, par exemple, un patient qui fait 19 mètres, il va être considéré comme non répondeur et donc il va être classé dans le groupe des patients chez qui le médicament ne marche pas. Donc, on peut comme ça arriver à des chiffres, à des résultats d'efficacité qui sont quand même un petit peu, quand on va voir dans les détails, un petit peu à nuancer. Le deuxième critère, c'est le critère intermédiaire ou critère de substitution. Alors là, le principe, c'est que c'est une variable qui est statistiquement corrélée avec la survenue du critère clinique. Donc, je vais vous expliquer. C'est lié au mécanisme d'action du médicament qui va agir sur des paramètres biologiques ou physiologiques. Donc il y a une hypothèse derrière ça, c'est que l'effet biologique ou pharmacologique du traitement conduirait directement et invariablement au bénéfice clinique. Donc je vais prendre un exemple. Par exemple, si vous traitez un patient qui a une hypertension artérielle, quand on réfléchit, si vous voulez traiter un patient qui a cette pathologie-là, pourquoi est-ce que vous allez vouloir le traiter ? Vous allez vouloir le traiter, donc comme ça, la première chose qui vient en tête, on va le traiter pour diminuer son hypertension artérielle. En réalité, vous voudrez traiter ce patient plus parce que le fait qu'il ait une hypertension artérielle, ça conduit à une morbimortalité importante. Donc la valeur de la tension artérielle n'est qu'un chiffre qui fait que c'est lié ou pas à la morbimortalité. Donc on va pouvoir prendre comme critère la tension artérielle en supposant que la mesure de la tension artérielle est directement liée au risque de mortalité du patient. Alors j'ai pris quelques exemples. Donc par exemple la tension artérielle qui est liée le critère clinique qui est sous-entendu quand on prend comme critère la tension artérielle, c'est les événements coronariens, les AVC, etc. Par exemple, chez les patients qui sont atteints de VIH, on prend les études utilisent comme critère intermédiaire les CD4, la charge virale, etc. Et donc on va dire oui ou non c'est efficace pour diminuer la charge virale. Et en fait, derrière, ce qu'on sous-entend, c'est que la charge virale est liée à la survenue de décès, d'événements classant SIDA avec des complications, etc. Pareil, une pathologie, le rhumatisme inflammatoire, on va pouvoir prendre comme critère intermédiaire la vitesse de sédimentation qui reflète l'inflammation. Et en fait, le critère clinique qui correspond, c'est l'handicap fonctionnel, les déformations, etc. Pour l'ostéoporose, on peut prendre la densité osseuse, mais le réel critère clinique qu'on évalue, ça sera la fracture du col du fémur, par exemple, l'ensemble des fractures.
Pour les infarctus, on mesure les taux de reperméabilité coronaire et le vrai critère clinique, ça serait les décès et les événements coronariens. Et de même pour le diabète, on mesure la glycémie ou l'hémoglobine glyquée. Et en fait, les critères cliniques du diabète, ce sont les événements cardiovasculaires, la rétinopathie, l'insuffisance rénale, etc. Donc très souvent, on a utilisation de critères intermédiaires parce que, je vais vous expliquer, en fait, c'est plus facile d'utiliser ce type de critères pour évaluer l'efficacité des médicaments. Alors, c'est plus facile, pourquoi? Parce qu'ils vont être plus faciles à mesurer. Si vous attendez qu'un patient y décède, ça va être très long, alors que si vous voulez juste mesurer sa tension artérielle, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Et on aura des résultats plus directs et on devra inclure moins de monde. Dans certains cas, c'est pas toujours directement lié à la valeur aux critères cliniques qu'on étudie. Donc par exemple, dans l'infarctus du myocarde, un des critères intermédiaires, c'est de mesurer l'hyperexcitabilité ventriculaire. Et on a supposé que l'hyperexcitabilité ventriculaire, plus il y avait d'hyperexcitabilité ventriculaire, plus il y avait de mort subite. Ça, c'est un critère intermédiaire qui a été utilisé dans diverses études. Pareil pour l'ostéoporose et la densité osseuse, on a supposé que c'était directement lié au risque de fracture. Or, en réalité, pour le premier critère, il y a eu une étude qui a montré que la flécaïne est un médicament antiarythmique, elle va diminuer donc les hyperexcitabilités ventriculaires. Donc, on attribue une autorisation de mise sur le marché, efficacité démontrée sur ce critère. Sauf qu'en réalité, il y a eu des études qui ont été réalisées plus tard qui ont montré que la flécaïne entraînait une surmortalité par rapport au placebo. Donc, il y a un autre facteur, un biais de confusion qui fait qu'on n'a pas un lien direct entre l'hyperexcitabilité et la mort subite. Donc c'est avant tout, dans toutes les études, il va falloir vraiment démontrer ce lien entre le critère intermédiaire et le critère clinique pour pouvoir être sûr que l'efficacité qu'on démontre, elle est valable. Pareil pour l'ostéoporose, il y a les sels de fluor qui augmentent la densité minérale osseuse et pourtant les études ont montré que le fait de supplémenter par des sels de fluor ne permettait pas de diminuer le risque fracturaire. Donc parce que en fait ça augmente, mais il y a d'autres facteurs qui font que finalement ça va fragiliser quand même l'os, puisqu'il n'y a pas que ça qui est lié au risque de fracture et donc augmentation des fractures. Donc il faut faire quand même attention avec ces critères cliniques, ces critères intermédiaires, parce qu'ils ne sont pas toujours liés aux critères cliniques. Donc c'est pour ça qu'on dit que dans le meilleur des cas, l'essai doit être conduit sur un critère intermédiaire qui est un critère clinique. En oncologie, c'est extrêmement fréquent parce qu'il y a une recherche en oncologie qui est très poussée. Les firmes pharmaceutiques essayent de développer des médicaments le plus rapidement possible parce qu'il y a un besoin important en oncologie. Et ils prennent des critères intermédiaires, notamment par exemple la taille tumorale, en supposant que si la taille de la tumeur diminue, il y avait une meilleure survie des patients. Là, je vous présente en fait un article, une des figures d'un article qui a essayé d'évaluer entre 2009 et 2014 les nouvelles autorisations de mise sur le marché qui ont été délivrées en oncologie. Donc là, je crois qu'il y a 69 médicaments. Vous avez donc en bleu les autorisations de mise sur le marché avec l'année à laquelle a été délivrée l'autorisation de mise sur le marché. Vous avez, quand il y a un petit point blanc qui est associé, c'est qu'il y avait un bénéfice du médicament qui était démontré lors de l'autorisation de mise sur le marché. Et en fait, on observe que, peut-être vous ne le voyez pas très bien, mais il y a 49% des points bleus qui ne sont pas associés à un petit point blanc, donc c'est-à-dire pour lesquels l'efficacité du médicament en termes de survie, en termes d'amélioration de la qualité de vie n'avait pas été démontrée au moment de l'autorisation de mise sur le marché. Et que pour 57% des études, le critère qui était utilisé, c'était un critère de substitution
qui était la survie sans progression, le taux de réponse moléculaire, le délai avant la progression du cancer, etc. Donc maintenant, en fait, de plus en plus, notamment en oncologie, il y a des critères de substitution qui sont utilisés et il y a vraiment une question à se poser sur la validité de ces critères et l'intérêt d'utiliser ces critères, parce que il y a un intérêt donc pour les firmes pharmaceutiques puisque moins de patients, efficacité plus facile à démontrer, mais en réalité, est-ce que l'efficacité est réelle? Parce qu'il y a certains médicaments qui sont retirés après quand on a des études qui sont réalisées sur des critères durs ou cliniques qui après ne démontrent pas l'efficacité. Donc en tout cas en oncologie, c'est très présent. Donc ça, c'était pour vous montrer l'autorisation de mise sur le marché, elle est délivrée en fonction de l'efficacité sur un critère précis. Donc il faut faire attention quand on dit oui, ce médicament est efficace. Oui, il est efficace, mais sur quoi? Le dernier type de critère, c'est le critère composite. Alors là, c'est un critère qui prend en compte plusieurs événements cliniques. Donc par exemple, en oncologie, ça sera le décès et la progression de la maladie. On va essayer de mettre tout ensemble pour dire, on va évaluer, nous, sur est-ce que ça va ou pas finalement, est-ce que le patient est décédé ou est-ce que sa maladie, elle a progressé. Par exemple, pour tout ce qui est cardiovasculaire, on va mettre ensemble les décès, les infarctus, la revascularisation, etc. Donc je vais vous donner des exemples. On regroupe plusieurs équivalents du même phénomène pathologique. Donc, par exemple, vous donnez un hypocholestérolémiant. Vous allez, un des critères, le meilleur critère, ça va être d'évaluer le décès coronarien. Mais en fait, comme je vous disais, c'est compliqué, il faut beaucoup de monde, il faut attendre que les patients y décèdent, etc. Donc c'est assez compliqué. Donc il y a on peut faire des critères qui sont composites, qui vont prendre les décès, bien sûr, mais auxquels on va ajouter les infarctus du myocarde qui ne seraient pas mortels. Parce qu'on se dit, voilà, normalement le patient il prend un hypocholestérolémiant, on n'attend quand même pas qu'il fasse un infarctus. Donc on va mélanger les deux pour pouvoir avoir finalement plus d'événements et une puissance de l'étude plus intéressante. Donc le fait de diminuer, on va pouvoir diminuer le nombre de sujets et augmenter la puissance de l'étude. Je vais vous illustrer par quelques exemples. Donc là, vous avez un critère composite qui prend en compte les décès et l'ensemble des événements non mortels qu'on peut mesurer. Donc il y a un groupe de patients qui est traité par le médicament à l'essai et un groupe de patients qui n'est pas traité par ce médicament-là. Donc on voit, est-ce que vous savez bien lire la significativité des résultats? C'est bon? Je fais un petit rappel. Donc en fait, quand on trouve un risque relatif ici égal à 1, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le groupe traité et le groupe non traité. Si on trouve un risque relatif qui est inférieur à 1, c'est qu'il y a moins d'événements dans le groupe des patients qui sont traités. Et si on trouve un risque relatif qui est supérieur à 1, il y a plus d'événements dans le groupe traité. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un risque relatif qui est égal à 2. Ça veut dire que vous avez 2 fois plus de chances d'avoir un événement, donc par exemple un décès, sous traitement. Si on trouve un risque égal à 0,5, vous avez 2 fois moins de chances d'avoir d'événements avec le médicament. Et donc ça, c'est pour le risque relatif. Et on va regarder l'intervalle de confiance. Parce que, par exemple, si vous avez un risque relatif égal à 2, avec un surrisque lié au traitement, il ne faut pas que l'intervalle de confiance inclue la valeur 1. Donc ici, ce n'est pas statistiquement significatif. Il faut que ça soit strictement supérieur à 1 pour dire qu'on a un surrisque lié au traitement. Et de la même façon, il faut que ça soit strictement inférieur à 1 pour dire qu'on a un effet protecteur du médicament. Donc on regarde le risque relatif et on regarde l'intervalle de confiance pour dire si c'est statistiquement significatif ou pas. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Vous avez, dans le groupe des patients qui sont traités, 4% de décès. Et dans le groupe des patients qui ne sont pas traités, 4% de décès. Donc là, a priori, on n'a pas de différence de décès dans les deux groupes. Eh bien, c'est ce que ça démontre bien. Vous avez un risque relatif qui est égal à 1, donc pas de différence entre les deux. Et vous avez un intervalle de confiance qui comprend la valeur 1, donc on n'est pas statistiquement significatif.
concernant les événements non mortels, c'est-à-dire par exemple un infarctus non mortel. Dans le groupe des patients traités, vous avez 14% d'événements, enfin d'infarctus par exemple. Et dans le groupe des patients non traités, vous en avez 20%. Donc on en a moins dans le groupe traité. Ça veut dire que le médicament permet de diminuer les événements non mortels. Et en effet, on a un risque relatif qui est inférieur à 1, donc un effet protecteur du médicament, et la valeur et l'intervalle de confiance, ici, qui est inférieur strictement à 1. Donc on peut dire que c'est statistiquement significatif. Donc ce médicament, il ne diminue pas les décès, mais il diminue les événements non mortels. Mais si on prend notre critère composite, ici, on va dire que c'est la morbimortalité, la morbidité, c'est-à-dire les événements non mortels, et mortalité, les événements mortels. On va observer finalement, au total, un critère composite qui est statistiquement significatif, de peu, parce qu'à 0,98, on est très près de 1, mais on observe un effet statistiquement significatif. Donc on pourra conclure, oui, ce médicament-là, au regard des résultats sur notre critère composite, diminue la morbimortalité. D'accord, donc c'est une conclusion qui est très vendeuse parce que c'est super de pouvoir dire notre médicament il diminue la morbimortalité, sauf que ça a été fait sur un critère composite qui prend en compte les décès et les événements non mortels et que quand on regarde, on n'a pas d'effet sur la mortalité. Donc ça va pouvoir permettre de conclure sur la morbimortalité, mais pas d'effet sur la mortalité. Finalement, ça va être l'effet sur les événements non mortels qui va pondérer et qui va permettre de diminuer globalement le critère composite. Donc il faut faire attention à ces critères parce que ça va permettre d'augmenter la puissance et on conclut sur des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans un autre sens, par exemple, ici vous avez toujours avec le médicament 11,4% de décès et 16% de décès sans médicament. Donc c'est un médicament qui va diminuer la mortalité. On le voit ici parce qu'on a un risque relatif inférieur à 1 et un intervalle de confiance strictement inférieur à 1. En revanche, très peu d'effets sur les événements non mortels, 19,4 et 20%, c'est à peu près pareil dans les deux groupes. Et d'ailleurs, ce n'est pas statistiquement significatif ici. Et dans notre critère composite, on observe finalement pas d'effet. Ce n'est pas statistiquement significatif parce que ici, dans l'intervalle de confiance, vous avez la valeur 1. Donc là, c'est problématique parce que notre médicament, il est en fait super intéressant parce qu'il va diminuer la mortalité. Mais le fait d'avoir pris un critère composite, on a un petit peu noyé le poisson et il n'y a rien qui sort statistiquement significatif puisque on a également pris les événements non mortels et on n'a pas tellement d'effet du médicament sur les événements non mortels. Donc ça peut aussi entraîner un problème d'interprétation dans ce sens-là. Et autre exemple, donc là vous avez finalement un médicament qui entraîne 8% de décès dans le groupe traité et 10% dans le groupe non traité. Donc ce n'est pas statistiquement significatif. Également, concernant les événements non mortels, 15% d'événements dans le groupe traité contre 20% dans le groupe non traité. Ici, ce n'est pas non plus statistiquement significatif. En fait, on a toujours une légère diminution des événements mortels ou non mortels dans les deux groupes. Mais à chaque fois, ce n'est pas statistiquement significatif. Et quand on prend notre critère composite, qu'on fait en fait la somme des deux critères, eh bien, on arrive à un effet qui est statistiquement significatif ici. Donc c'est ce que je vous disais, là, ça va permettre d'augmenter la puissance de l'étude puisqu'on peut conclure sur la morbimortalité alors que pris séparément, on n'avait pas d'effet. Donc voilà pour le critère composite. Donc le critère composite, quand vous voyez un essai, en général, c'est quand vous voyez, on a pris en compte ce critère-là et ce critère comprend, et vous avez la liste de l'ensemble des critères qui sont pris en compte dans votre critère composite. Donc ça, c'était sur les critères sur lesquels vont être évalués les médicaments pour définir oui ou non de l'efficacité. Ensuite, je vous disais, l'efficacité d'un médicament, elle est établie sur des malades donnés dans une indication donnée. Donc là aussi, c'est très précis et on attendra l'efficacité du médicament en vie réelle que si on le donne à ces patients-là qui ont cette pathologie-là. Donc par exemple, concernant la maladie, si vous allez voir dans le RCP de nombreux médicaments, à chaque fois, vous aurez l'indication des médicaments. Et par exemple, j'ai pris l'indication d'un anticorps monoclonal.
Donc quand on regarde cet anticorps, bon, il a de multiples indications, mais concernant le lymphome de Hodgkin, il est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome de Hodgkin classique en rechute ou réfractaire après une greffe de cellules souches autologues et un traitement par brentuximab vedotin. Donc ce que j'essaye de vous montrer ici, c'est que finalement, on est vraiment dans des indications très très précises. Là, ce médicament-là, ça veut dire que l'essai a été réalisé sur les patients qui répondaient à tous ces critères. Il fallait qu'ils aient déjà eu plusieurs lignes, mais il fallait que les lignes qu'ils aient eues avant, ça soit exactement ces médicaments-là, qu'ils soient en rechute, qu'ils aient une greffe de cellules souches autologues, etc. Donc c'est vraiment très précis. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle les indications de niche, où on est sur un certain nombre de patients qui présentent exactement ces critères-là. Donc une autorisation de mise sur le marché, elle est délivrée dans un cadre extrêmement précis. Il y a des critères d'inclusion et d'exclusion qui sont très nombreux. L'objectif, en fait, c'est d'avoir un groupe de patients qui est homogène et qui va être représentatif de l'ensemble des patients qui ont la pathologie traitée, qui ont la pathologie dans la population générale. Donc il y a des critères très précis, mais le problème, je ne sais pas si vous avez un peu déjà assisté à des recrutements dans les essais cliniques, c'est que c'est extrêmement compliqué de recruter des patients parce qu'il y a tellement de critères que finalement on élimine un grand nombre de patients qui ne répondent pas parce qu'ils ont eu des antécédents, parce qu'ils ont d'autres pathologies associées, parce qu'ils prennent tel autre médicament, parce qu'ils n'ont pas l'âge qu'il faut, etc. Donc en fait, il va falloir un peu jongler entre cet objectif d'avoir un groupe de patients qu'on va traiter qui est, on va dire, très pur, très homogène, qui a pile la pathologie qu'on veut traiter, et la réalité avec le fait que les patients qui ont cette pathologie, en réalité, ils ont aussi souvent d'autres pathologies, ils sont plus tout jeunes, etc. Donc il va falloir un petit peu jongler entre ça, mais on reste sur des critères assez précis pour avoir un groupe vraiment homogène. Donc ça, c'était sur qui se déroulent l'essai clinique. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les différentes méthodes, enfin les principes pour démontrer l'efficacité des médicaments. Comment ça marche? Il y a 3 principes. Le principe de comparaison, parce que donc qui dit évaluation dit comparaison. Le principe de causalité, puisqu'il va falloir dire que la différence qu'on observera dans le groupe qu'on a comparé, elle est bien due à notre médicament. Donc l'efficacité est bien due à notre médicament. Et le principe de signification, puisque, donc, comme je vous disais, il y a la notion de signification du test statistique et également la notion de signification clinique. Alors, je vais reprendre les 3 grands principes un par un. Alors, le principe de comparaison. Donc, pour illustrer, je vais présenter donc un médicament, par exemple, contre le rhume. Vous avez un groupe de patients qui a un rhume et vous allez donner un médicament. Et en fait, à l'issue de ça, vous allez trouver qu'il y a 70% des patients qui ont été guéris. Est-ce que vous allez pouvoir conclure sur ça ? Non, vous n'allez pas pouvoir conclure. Pourquoi? Parce qu'en fait, le rhume dure 7 jours, donc les patients auraient été d'eux-mêmes spontanément guéris. Parce que certains vont avoir une rémission de leur maladie plus tôt, ils vont être bien immunoprotégés, donc ils vont guérir plus tôt. Et puis parce que vous avez, ça on va en parler, l'effet placebo lié à la prise de votre médicament. Donc le principe, c'est qu'on ne peut pas du tout conclure avec un seul groupe. Il va falloir un élément de comparaison pour pouvoir dire oui ou non c'est notre médicament. Cet élément de comparaison, ça sera le groupe témoin ou contrôle. Et donc, pour ce groupe témoin, on va leur donner un médicament ou pas, et on va essayer de conclure sur la différence entre notre groupe témoin et notre groupe traité. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme médicament? Oui, donc ça, c'est une illustration pour montrer, dans une pathologie, là, la maladie de Fabry, qui est très rare, mais avec des douleurs importantes, vous allez traiter les patients avec un médicament. Et notamment concernant les douleurs, vous observez une diminution statistiquement significative de ces douleurs après 20 semaines. Donc ça donne envie de croire à l'efficacité du médicament. Mais en fait, quand vous regardez,
Ça, c'est un placebo. Et finalement, avec le médicament à l'essai, vous avez une diminution aussi totale. Donc, il faut vraiment faire très attention avant de conclure. Il faut savoir qu'est-ce qu'on compare et regarder justement comparer les deux groupes. Qu'est-ce qu'on va prendre comme comparateur? On peut prendre soit le médicament de référence, qui est déjà indiqué dans la pathologie qu'on veut traiter, soit un médicament placebo. Et ça, le médicament placebo, on va le voir quand est-ce qu'on peut l'utiliser. En général, c'est en l'absence de médicaments de référence. Donc ça, en statistique aussi, ça ne va pas être la même chose parce que vous imaginez bien que quand il existe un médicament de référence, l'objectif, ça va être de démontrer que le nouveau médicament est au moins aussi efficace que le médicament de référence. Alors que quand vous allez comparer par rapport à un placebo, vous allez démontrer que notre médicament est plus efficace que le placebo. Pas au moins parce que le placebo, on considère qu'il n'a pas d'efficacité. Donc ça, également, ça doit être prévu au préalable de l'essai parce qu'on ne fait pas les mêmes tests statistiques selon qu'on veut démontrer la supériorité ou la non-infériorité du médicament. Le comparateur, il va être choisi en fonction de la maladie et de son pronostic aussi. Parce que bon, vous avez des fois des traitements de référence, mais dans certains cas, on va le voir, on peut quand même donner un placebo si la maladie n'est pas trop grave ou autre, alors que dans d'autres cas, pour des raisons éthiques, on ne va pas pouvoir donner le médicament placebo. Donc le placebo, ça vient du latin qui dit « je plairai ». Un placebo, c'est défini comme une substance, une forme pharmaceutique ou tout autre traitement, en fait, c'est pas forcément un médicament, qui est présenté comme efficace alors qu'en réalité, il n'a pas d'action pharmacologique. L'effet placebo, lui, c'est l'écart constaté entre le résultat thérapeutique et l'effet qui était prévisible en fonction des données de pharmacologie. Donc, quand on connaît les données de pharmacologie, on peut en déduire oui ou non est-ce qu'il y a un effet placebo. Il y a plusieurs composantes de l'effet placebo. Donc ici, je vous présente, c'est une figure là avec, ici vous avez l'effet qu'on observe, c'est-à-dire par exemple sur la douleur, la diminution de l'intensité de la douleur. Avec un médicament antalgique efficace, vous allez avoir une diminution, une intensité de la douleur qui va être diminuée et qui va entraîner un effet qui est proportionnel donc à cette colonne ici. Dedans, vous aurez l'effet pharmacologique du médicament. Vous aurez un effet non spécifique du médicament, le fait de prendre un médicament. Vous aurez un effet non spécifique médical, le fait d'être pris en charge en fait, par un patient. Et vous avez l'évolution naturelle, parce que peut-être que la douleur, elle diminuait au bout de quelques heures. Donc globalement, il y a déjà une diminution de la douleur. En fait, si vous donnez un médicament placebo, vous aurez déjà quand même un effet sur la diminution de la douleur. Donc cet effet, il est dû à quoi ? Il est dû à l'effet non spécifique du médicament. On prend un médicament, quel qu'il soit, il n'y a pas d'action pharmacologique. À l'effet non spécifique médical, puisque dans le cadre de cette administration du placebo, il y a une prise en charge par un médecin qui va donner un médicament, etc. Et bien sûr, à l'évolution naturelle de la maladie, puisque le fait c'est pareil que quand on prend un médicament, si vous prenez un placebo, il y a déjà quand même la maladie qui évolue et donc une diminution de l'intensité de la douleur. Donc les trois composantes du médicament, c'est l'effet non spécifique médicament, l'effet non spécifique médical et l'évolution naturelle. Donc quand on fait un essai pour démontrer l'efficacité d'un médicament, nous, ce qui nous intéresse, pour prouver vraiment l'efficacité, il faut montrer que là, cet effet pharmacologique, là, il est important, il existe. Donc il va falloir finalement supprimer cet effet non spécifique médicament, non spécifique médical et évolution naturelle. Et pour supprimer cet effet, justement, on va pouvoir déjà comparer notre médicament à un placebo. Et dans ce cas-là, la différence qu'on va observer entre les deux groupes, elle sera vraiment due uniquement à l'effet pharmacodynamique du médicament. Il existe plusieurs types de placebo. Alors, il y a le placebo pur. En fait, quand on parle de placebo, en général, on entend placebo pur. C'est un médicament qui est totalement dépourvu d'action pharmacologique, substance inerte et neutre dans l'organisme. Donc, par exemple, c'est du lactose par voie orale, du sérum physiologique, etc. Il existe également des placebos impurs, donc qui possèdent quand même certaines propriétés pharmacodynamiques,
mais sans vraiment de lien avec la pathologie à traiter, en tout cas pas de lien direct. Donc par exemple, ça va être, c'est beaucoup plus rare, enfin on peut l'appeler placebo ou pas, mais c'est par exemple la prescription de vitamines dans certaines pathologies, d'autres médicaments dont on sait par exemple, l'homéopathie peut un peu rentrer dans cet effet placebo. On sait qu'il n'y a pas de plausibilité pharmacologique de l'action, mais on observe quand même un effet, donc on va donner le médicament. Alors, ça peut guérir ou tout simplement améliorer un médicament placebo, puisqu'il y avait une étude qui avait été réalisée en 1961, donc qui date un peu, mais depuis il y a quand même de nombreuses études, qui montrait que on avait administré donc des gélules de placebo, il se trouvait que c'était du lactose, à des étudiants en médecine qui en fait n'avaient pas de symptômes, ne se plaignaient de rien. Et le lendemain, lorsqu'on leur a fait passer un questionnaire sur leurs symptômes physiques, intellectuels, chimiques, etc., globalement comment ils se sentaient, on a observé 15 à 25% de modifications chez ces patients-là, chez ces étudiants-là, alors que finalement on n'attendait rien de spécial puisqu'ils n'avaient pas de symptômes. Donc en fait, ça peut agir sur les symptômes d'une maladie, mais ça peut en fait globalement avoir un effet qui améliore ou qui modifie la santé de quelqu'un qui n'avait au préalable pas de symptômes. Donc il y a quand même des effets placebo, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'on avait des effets globaux, des effets autres que juste symptômes à traiter qui pouvaient être efficaces chez les patients. Il y a plusieurs facteurs, il y a 3 types de facteurs qui influencent l'effet du médicament, du placebo. Donc, comme je vous disais déjà, le médicament. Vous allez avoir une efficacité différente selon la forme galénique et la voie d'administration. Donc, par exemple, si vous administrez un médicament placebo, ce qui est très rare, même par voie intraveineuse, vous allez avoir une efficacité qui va être augmentée par rapport à la voie orale, par exemple. Donc la voix va jouer un rôle parce que, eh bien, c'est comme finalement quand vous administrez du paracétamol par voie orale ou du paracétamol par voie IV. Finalement, si à posologie équivalente, enfin à quantité du médicament dans la circulation sanguine équivalente, vous aurez une efficacité supérieure du paracétamol par voie IV parce que, en fait, dans la pensée des gens, on a une efficacité plus importante quand on administre par voie intraveineuse. D'ailleurs, quand les gens qui ne connaissent pas, en général, ils disent « Ah, ben, il a eu des piqûres ». Donc déjà, des piqûres, en fait, pour eux, c'est quelque chose d'important. Finalement, peu importe ce qu'il y a dedans, il a eu des piqûres. Donc la voie d'administration, elle va jouer un rôle sur l'effet placebo. La posologie, bien sûr, si c'est des fortes posologies, ça va être, on prescrit des fortes posologies, ça va jouer un rôle également, et également la survenue d'effets indésirables. Donc, par exemple, si vous prévenez le patient qui peut avoir des effets indésirables, tel type d'effet, etc., ben, ça va augmenter l'effet placebo. La couleur, la taille, le goût, par exemple, on a montré que les médicaments qui n'étaient pas bons avaient un effet placebo qui était plus important que les médicaments finalement qui avaient bon goût ou parfumés à fraise ou d'autres choses comme ça. Le nom, le coût, le mode de délivrance, le caractère nouveau ou pas du médicament, tout ça, ça va jouer dans l'effet que vous observerez chez le patient. Et bien sûr, l'image que le patient a du médicament. C'est-à-dire que si lui, il pense que ce médicament est efficace, il a été convaincu, eh bien, il va observer un effet il va ressentir un effet plus important. Deuxième facteur qui va influencer l'action placebo, ça sera le médicament ou le soignant qui va le donner. Donc, par exemple, c'est la prise en charge médicale. En fait, le fait que finalement, il y ait quelqu'un qui s'occupe du patient, qui prenne le temps de l'écouter, qui prenne le temps de lui prescrire un médicament, de le rassurer, de communiquer avec lui, tout ce qui est autour de la prise en charge, eh ben, ça va avoir un effet bénéfique. Le fait d'être écouté, que le patient puisse parler, dire lui-même tous ses symptômes, etc., ça va participer à la guérison du patient. Enfin, la guérison, en tout cas, ça va avoir un effet positif. Et il y a également le malade, bien sûr, qui va jouer sur l'effet placebo, puisqu'on n'a pas tous, on répond pas tous pareil.
Donc déjà, en fonction des types de symptômes qu'il va présenter, on ne va pas avoir une réponse similaire. Donc ça, je vous en parlerai ensuite. En fonction également de la confiance qu'il a en ce médecin, parce que je vous disais, ça va dépendre de l'image, par exemple, qu'il a du médicament. Si le médecin, s'il a très confiance en son médecin, voilà, il va pouvoir avoir tendance à le croire plus et finalement avoir une meilleure image de son médicament. Donc ça va jouer aussi. Il y a différents facteurs socio-culturels aussi qui jouent sur la réponse placebo ou pas. Et bien sûr, l'expérience passée. Donc, si on lui a déjà prescrit un médicament placebo que ça n'a pas marché, il va moins y croire. Voilà. En fonction de l'histoire du patient, il va y avoir une réponse qui va être différente. Et en fonction de tout ça, on a des sensibilités différentes au placebo. Donc, il y a des patients qui vont être bons répondeurs aux médicaments placebo. Il y a des patients qui vont être résistants ou non répondeurs. On n'observe pas ou très peu d'effets placebo. Et il y a des patients qui vont réagir négativement. Donc eux qui vont plutôt juste présenter des effets indésirables. Et ça va être des patients qui vont présenter un effet nocebo. Alors l'effet nocebo, donc mécanisme d'action, il y a des mécanismes qui ont été démontrés pour les médicaments placebo. Donc déjà, le fait de réduire l'anxiété, ça va jouer sur l'évolution de la pathologie. Il y a une théorie psychologique avec le fait qu'on suggère une efficacité au patient, donc ça va avoir un rôle de transfert, etc. Et une théorie psychosomatique, en fait, qui se fonde sur des bases neurobiologiques, avec notamment des études qui ont montré que le placebo pouvait en fait avoir un effet sur le circuit de la récompense. Donc là, vous avez un PET scan qui montre l'activité cérébrale de l'augmentation des récepteurs dopaminergiques au niveau du cerveau. Donc vous avez une couleur un peu rouge, et quand la couleur rouge diminue, ça montre l'occupation des récepteurs dopaminergiques. Donc c'est que la dopamine s'est fixée sur ces récepteurs au niveau du cerveau. Donc, quand on administre un placebo à un patient, on observe une augmentation de l'occupation des récepteurs dopaminergiques. Et la dopamine, vous savez que c'est impliqué dans le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense qui va favoriser l'amélioration des symptômes. Donc, il y a vraiment un effet des bases neurobiologiques de l'explication de la pharmacologie du placebo. Ça, c'est une étude parmi d'autres. Il y a quand même beaucoup d'études qui se sont intéressées à l'effet placebo. On va pouvoir donc caractériser l'effet placebo avec une pharmacocinétique particulière, donc une latence d'action ou pas, selon chaque type de médicament placebo, une durée à partir de laquelle on aura un effet maximal, une durée d'action totale, etc. Donc on va pouvoir caractériser la pharmacocinétique du placebo. On va pouvoir caractériser la relation dose-effet, la pharmacodynamie. Les placebos peuvent potentialiser l'action d'autres médicaments, donc ça peut être également utilisé dans ce sens-là. Et donc, comme je vous disais, ils peuvent entraîner des effets indésirables. Donc, l'effet placebo peut vraiment être caractérisé. Et en parallèle, donc, les effets indésirables, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. Pour dire je nuirais, je serais désagréable. C'est l'inverse de l'effet placebo, c'est-à-dire le fait qu'on donne un médicament qui n'a pas d'action pharmacologique, mais pour lequel on observe un effet. Cette fois-ci, sont des effets indésirables, à type de somnolence, céphalée, difficulté de concentration, tremblement, nausée, bouche sèche, diarrhée, dermatose, dépendance, enfin tous les types d'effets qui existent avec les médicaments classiques. Donc ça a été également décrit avec les médicaments placebo. Et il y a une étude qui avait montré qu'en fait, ça concernait 19 à 27% des patients. En fait, ça varie vraiment selon les études, mais c'est quand même pas négligeable. Après, ce sont des effets qui sont en général pas graves. Et les pourcentages varient. Et puis, la majorité des effets, dans les 19 à 25%, sont vraiment des effets légers, quoi. Le mécanisme, cette fois-ci, c'est le même que pour les effets placebo. Ça va être l'anxiété, cette fois-ci, liée à la prise d'un médicament. Justement, la crainte de la survenue d'effets indésirables. Vous savez que les patients qui lisent toutes les notices des médicaments, comme par hasard, ils font, enfin pas tous, mais il y en a qui vont faire tous les effets indésirables parce qu'ils auront lu qu'il y a un risque que tel effet survienne. Et ça va pas louper, ils vont avoir l'effet, mais en fait, il y a un effet lié à la crainte que l'effet survienne, et donc ils le recherchent et ils l'attendent, et en gros, ils l'observent plus.
au conditionnement, à l'environnement, etc. Donc tout ça, ça participe à cet effet nocebo. C'est-à-dire que comme l'effet placebo peut avoir un effet positif, eh ben, on peut avoir un effet négatif lié au fait que certains patients n'aiment pas prendre des médicaments, ont peur de prendre des médicaments, ont peur d'avoir un effet indésirable. Concernant l'efficacité des médicaments placebo, je vous disais, il y a eu plusieurs études. Il y avait une étude qui date beaucoup, mais qui avait été conduite sur de nombreux patients pour essayer d'estimer l'efficacité des placebos. Et donc là, il montrait que ça touchait 53% des patients. Donc un peu plus de la moitié des patients. Et il y avait une étude, en fait, plutôt une méta-analyse qui avait été réalisée dans les années 2000 sur 130 essais cliniques. Donc c'est une grosse méta-analyse. Et qui avait montré que le meilleur effet placebo, il était observé pour les médicaments qui traitaient la douleur. Donc la majorité des médicaments qui traitaient la douleur, des placebos qui traitaient la douleur, étaient efficaces. En revanche, les placebos qui étaient utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, l'asthme, l'anémie, etc., ne démontraient pas d'efficacité dans ces études. Donc là, on a un profil qui se dégage, un profil d'effet placebo, puisqu'un placebo ne va pas pouvoir être utilisé pour traiter toutes les pathologies. D'autres études, une étude qui montrait une efficacité placebo autour de 30%, montrait que c'était efficace dans 46 à 73% des céphalées, 20 à 58% des migraines, 3 à 60%, donc faible puissance de l'étude, des hypertensions artérielles et 14 à 84% des rhumatismes. En revanche, il n'y avait aucune efficacité du placebo dans les septicémies. Donc en fait, on observe une efficacité plus importante des médicaments placebo donc pour la douleur et surtout pour tout ce qui est les phénomènes qui sont un peu psychologiques. Finalement, quand on a une lésion organique, ou une infection, etc., on ne va pas observer d'efficacité du médicament placebo. Parce que comme je vous disais, les bases de l'efficacité du placebo, c'est neurobiologique, en fait c'est un petit peu neurologique, psychologique, donc on va pouvoir observer des effets, mais qui vont être médiés par un peu les effets au niveau du système nerveux central. Si vous avez une septicémie, que vous soyez persuadé que vous ayez un médicament contre la septicémie, etc., ça ne va quand même pas augmenter l'efficacité considérablement, puisque finalement là il va falloir une antibiothérapie pour traiter le médicament et finalement le circuit de la dopamine, l'intervention du circuit de la récompense n'aura pas d'effet sur la septicémie. Il y a quand même des études, notamment sur la douleur, qui ont montré que le placebo était efficace chez l'enfant, le nourrisson et même chez l'animal domestique. Il y a des études conduites sur les chevaux qui montrent l'efficacité du médicament placebo. Pourtant, voilà, sur les chevaux, on n'attend pas d'effet liés à la prise en charge, enfin tout ce dont vous parlez. Donc il y a quand même des études qui sont assez interpellantes sur l'effet des médicaments placebo. Donc en pratique, est-ce que c'est utilisé le placebo? Donc je vous disais, c'est utilisé dans les essais cliniques et c'est l'utilisation majoritaire, c'est-à-dire pour faire des groupes pour faire des groupes témoins, on va utiliser le placebo. Finalement, est-ce qu'en pratique courante, on utilise souvent le médicament placebo? Eh bien, ça arrive à la demande du patient, c'est rare, et ça arrive également parfois à le médecin qui prescrit un médicament placebo. Donc souvent, ce sont des préparations pharmaceutiques. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais le médecin prescrit un médicament avec la composition, donc c'est une préparation officinale en fait que doit faire le patient. Et en réalité, ce sont des termes que le patient ne comprend pas, mais en fait il y a un numéro de lot attribué au médicament, etc. Et en gros c'est par exemple si c'est une crème, c'est une brave crème de Dexéril ou voilà. Mais il existe encore quand même des patients qui prescrivent intentionnellement des médicaments placebo à leurs patients. Ça peut être utilisé pour traiter les patients en attendant certains résultats, c'est-à-dire quand on ne sait pas encore le diagnostic, par exemple pour pas encore donner un médicament alors que en fait le diagnostic n'était pas celui-là, on peut traiter avec un médicament placebo.
et en alternance avec certains médicaments pour éviter l'apparition d'une dépendance. Donc par exemple, les benzodiazépines, vous allez pouvoir, selon le profil de patient, est-ce qu'on attend une réponse ou pas, donner un placebo à la place d'un médicament anxiolytique ou autre qui pourrait entraîner des risques de dépendance, alors que déjà finalement l'effet placebo qu'on obtiendra avec ce patient, il sera déjà intéressant pour pouvoir prendre en charge le patient. Donc en pratique quotidienne, ça reste très rare, mais ça existe que ce soit en ville ou à l'hôpital. D'un point de vue éthique, pour revenir à nos essais cliniques, on ne peut pas toujours utiliser le placebo dans le groupe témoin, parce que par exemple, il y a des situations où il n'est pas question d'exposer le malade à un placebo. Par exemple, dans une méningite cérébrospinale ou même un cancer avancé, s'il existe un médicament de référence, par exemple pour la méningite l'antibiotique, vous n'allez pas pouvoir dire moi je vais faire quand même un essai où je vais voir si je peux guérir, si finalement je suis supérieur au placebo pour traiter ce type de pathologie. Parce qu'en fait, il y a une perte de chance des patients qui sont dans le groupe témoin, en fait, qui ne reçoivent que du placebo, alors qu'en fait, ils auraient quand même pu au moins avoir le médicament de référence et que ils auraient pu soit guérir ou soit, en tout cas, pas avoir des complications liées à la prise de placebo. Il y a des situations où finalement on n'a pas le choix, il n'y a que le placebo puisqu'on n'a pas de traitement efficace, pas de médicament de référence. Et il y a des situations quand même où on peut envisager les deux types de comparateurs. Par exemple, une maladie de Parkinson pour lesquelles les symptômes ne sont pas trop graves. On va pouvoir quand même... il y a des essais cliniques qui sont conduits en utilisant comme comparateur un médicament placebo. Il faut savoir que quand même les agences, quand elles vont étudier les rapports des essais cliniques, si elles voient que la firme a choisi d'utiliser comme comparateur un placebo, alors qu'il existe quand même déjà un médicament de référence, déjà c'est quand même pas très favorable pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. Ça va être quand même étudié. Et comme je vous disais, il y a des contraintes qui sont à respecter, et notamment l'information du patient, le consentement éclairé. Il faut qu'il y ait un avis du comité de protection des personnes pour dire si oui ou non c'est éthique comme protocole. Et le patient doit bien sûr savoir que dans l'essai, on pourra lui donner soit le médicament à l'essai, soit il pourra être dans le bras du placebo, et donc il va recevoir un médicament sans action pharmacologique. Donc tout ça, c'est bien sûr expliqué au patient avant qu'il rentre dans l'essai. Donc voilà pour le placebo. Maintenant, donc on a vu le grand principe de la comparaison. Maintenant, on va voir le principe de la causalité. Donc l'objectif, ça va être de voir entre les deux groupes s'il existe une différence. Et s'il existe une différence, est-ce que cette différence peut être expliquée par le médicament ? Finalement, est-ce que l'efficacité peut être expliquée par le médicament ? Donc le principe, c'est de dire que pour comparer, il faut être comparable. Les groupes doivent être comparables. On doit pouvoir dire que s'il y a une différence, c'est vraiment uniquement dû au médicament. Et donc pour les rendre comparables, on va faire un tirage au sort et une procédure d'insu. Alors qu'est-ce que c'est ? Le tirage au sort, le principe, c'est qu'on attribue de façon aléatoire le traitement. Donc dans un essai clinique, on prend deux groupes de sujets. Donc, par exemple, si vous avez 1000 sujets dans votre essai clinique, vous allez en mettre 500 dans un groupe et 500 dans l'autre groupe. Et ça ne va pas être le médecin qui va choisir lequel de ces patients va être dans tel groupe, donc médicament à l'essai ou placebo ou médicament de référence, mais ça va être fait de façon aléatoire. Pourquoi ? Parce que si c'était le médecin qui choisissait, on peut se dire que le médecin, il va se dire, en fait, mon patient là, il est quand même vraiment, c'est assez grave, lui, la pathologie qu'il a. Donc, je préfère le mettre quand même sous le médicament à l'essai. S'il marche bien, en fait, ça sera plus intéressant.
Alors qu'après, par exemple, ils voient un autre patient qui a la pathologie, mais ça reste quand même assez léger. On va dire, lui, il peut avoir le médicament placebo, comme ça, on va pouvoir comparer. Donc là, il y aurait peut-être un biais d'indication lié au fait que peut-être les patients qui ont les pathologies les plus graves sont dans le groupe à traiter par le médicament à l'essai et les autres dans le groupe pas à traiter. Donc l'objectif, c'est qu'il n'y ait aucune influence de la pathologie et du médecin. Donc on va les répartir au hasard. Donc ça, il y a des logiciels informatifs qui permettent de faire une randomisation. Et donc chaque patient qui est inclus dans l'essai a un numéro qui lui est attribué. Et donc quand il tire son numéro, on lui dit, bon ben voilà, on lui donne le médicament qu'il prend. Et c'est attribué de façon aléatoire. C'est la seule chose qui va permettre de comparer les deux groupes. Et ça va donc, comme je vous disais, éviter le biais de sélection et qui est parfois même inconscient chez le médecin, mais qui est présent lorsqu'on demande au médecin de choisir, lui, s'il attribue le médicament à l'essai ou le placebo à leur patient. On va pouvoir ensuite, a posteriori, re-regarder nos résultats de base, c'est-à-dire que on a nos groupes, on a notre groupe de médicaments à l'essai, notre groupe de patients sous médicaments à l'essai et notre groupe de patients sous placebo, par exemple. Et on va pouvoir redécrire les caractéristiques de l'ensemble de nos patients, une fois qu'on sait quel traitement leur a été attribué. Et on va pouvoir voir s'il y avait des différences ou pas en termes, je sais pas, d'âge, de sexe, de sévérité de la maladie, etc. On va pouvoir voir s'ils étaient vraiment comparables. Donc un petit schéma pour illustrer. Ici, donc, vous avez votre population éligible, les 1000 sujets par exemple de l'essai clinique. On va les randomiser, donc attribuer de façon aléatoire un médicament à ces patients. Donc ici en orange, vous avez l'ensemble des patients qui prennent le médicament à l'essai. Et en vert, les patients qui prennent le médicament de référence. Donc c'est le groupe contrôle. Le fait que ça soit de façon aléatoire, ça fait qu'on peut largement comparer ces deux groupes. Finalement, il n'y a rien qui les distingue, qui distingue un groupe de l'autre. Et donc, ça fait que si on observe 10 morts sur 1000 dans le groupe traité par le médicament à l'essai et 100 morts sur 1000 dans le groupe traité par placebo, on va pouvoir conclure que la diminution de la mortalité ici, elle est liée vraiment à l'effet du médicament. Donc ça, c'est extrêmement important. La randomisation est extrêmement importante pour conclure à l'efficacité du médicament et pas à un autre facteur de confusion qui serait responsable de cette diminution de la mortalité. Alors, deuxième principe, c'est la nécessité d'un essai en insu ou aveugle. Donc là, ça va permettre de maintenir la comparabilité des groupes. Donc, comparabilité qui est établie au départ grâce à la randomisation. Ensuite, on va maintenir cette comparabilité parce qu'on va tout réaliser en insu. Et l'insu, en fait, c'est le fait que le patient ne sache pas ce qu'il prend. Donc, il y a le simple insu, c'est que le patient, il ne sait pas ce qu'il prend. Donc, on lui donne un médicament. Une boîte de médicaments, vous savez, dans les essais cliniques, c'est pas une boîte faite par les firmes pharmaceutiques, c'est une boîte avec juste marqué un numéro de lot, etc., un numéro de code, quoi. Et il sait pas si c'est le médicament à l'essai ou si c'est un médicament placebo. Le double insu, c'est quand ni le patient ni le médecin ne savent ce qu'il y a dans cette boîte. Et il y a même parfois, donc maintenant le critère vraiment, c'est le double insu. C'est à respecter obligatoirement. Et il y a même du triple insu. Le triple insu, c'est quand même le statisticien qui fait les analyses ne sait pas quel groupe a reçu quel médicament. Lui, il observe une différence statistiquement significative et il va donner ses résultats et il va dire bon ben voilà, ce groupe-là a moins d'événements que l'autre, mais il ne sait pas si ce groupe-là a vraiment reçu le médicament. Ça peut paraître étonnant comme ça, mais en fait, quand on fait un peu de statistiques, on se rend compte qu'on peut faire varier des paramètres en ajustant sur d'autres facteurs, en modifiant des choses, en réalisant d'autres analyses, etc. Finalement, on peut leur faire dire beaucoup de choses aux statistiques. Donc le fait que le statisticien, enfin l'analyste ensuite, ne sache pas non plus quel groupe a quoi, et en fait ça peut être très intéressant puisque l'analyse qu'il va donner est l'analyse qui avait été prévue au départ et il n'y a pas d'hypothèse sur l'efficacité de dans tel ou tel groupe. Donc ça, c'est l'insu.
Alors bien sûr, pour respecter l'insu, il faut que les traitements soient indiscernables. C'est-à-dire que vous avez le médicament à l'essai qui est une gélule. Il faut que la gélule et le placebo, enfin la gélule de médicament à l'essai et la gélule de placebo soient strictement les mêmes, qu'on n'observe pas de différence. Et c'est pas toujours facile parce que parfois vous avez certains médicaments ou certains gestes que vous étudiez qui sont à l'essai qui peuvent être invasifs, etc. Où vous avez des difficultés parfois à garder l'insu puisque on a du mal à rendre les deux médicaments strictement identiques. Donc c'est fait la plupart du temps, mais parfois il y a des contraintes en fait juste techniques qui vont pas pouvoir permettre de respecter l'insu. Alors ça va permettre de limiter les biais liés au malade, parce que comme je vous disais, si le patient il sait qu'il a le médicament à l'essai, peut-être que inconsciemment il va rechercher tous les signes d'efficacité et donc il va observer une efficacité plus importante. Ou inversement, si le patient il sait qu'il a un placebo, il va tout de suite dire ah bah oui mais ça va pas marcher quoi, et donc en effet ça va aller dans le sens d'une inefficacité. Et ça va évaluer également les biais de la part du médecin. Parce que comme je vous disais, l'attitude du médecin va avoir un rôle. Et si le médecin, lui, sait qu'il donne un placebo, par exemple, à son patient, inconsciemment, il va peut-être avoir un discours moins enthousiaste sur le traitement et ça va rebondir sur le patient et il va avoir finalement, on va observer une efficacité plus faible. Donc pour comparer les groupes, on attribue le médicament au hasard et ensuite personne ne sait qui prend quoi. Comme ça, on va pouvoir observer l'effet sans aucune hypothèse de départ. Le dernier grand principe, c'est la signification. Là, on va se poser la question de la différence observée. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est statistiquement significative ou cliniquement significative? Alors, les principes de signification, c'est que, donc, comme je vous disais, toute comparaison nécessite une analyse statistique. Donc, déjà, on a avancé quand même. On a dit, maintenant, pour montrer efficacité, on doit comparer deux groupes. On doit les comparer comme je vous disais, par exemple, sur le graphique que je vous montrais, quand on a une diminution très importante de la douleur, on ne va pas conclure tout simplement que c'est efficace. Il va falloir voir si dans le groupe de contrôle, on a la même diminution ou pas, ou si on a une diminution plus importante dans le groupe du médicament à l'essai. Mais ce n'est pas parce qu'on observe une courbe, une meilleure courbe dans le groupe du médicament à l'essai que dans le groupe contrôle qu'on va pouvoir conclure à l'efficacité. Il va falloir faire des tests statistiques qui vont dire si oui ou non la différence qu'on observe elle est statistiquement significative. Parfois, vous avez des mesures qui sont faites sur finalement peu de sujets ou qui en fait ne sont pas statistiquement significatives. Vous observez une différence entre les groupes, mais en réalité, elle est trop faible et elle ne ressort pas statistiquement significative. Donc, par exemple, on observe 60% avec un médicament de guérison, 40% avec le médicament à l'essai. Eh bien, vous ne pourrez pas conclure tant que vous n'aurez pas le résultat du test statistique pour savoir si oui ou non on a une différence statistiquement significative. Pourquoi? Parce que cette différence-là, elle peut résulter du hasard. Elle peut résulter de la fluctuation d'échantillonnage, de la variabilité, etc. Donc, on fait des tests statistiques pour conclure un résultat en prenant en compte le rôle du hasard. Donc c'est le principe de la p-value, ce que je vous disais, la p-value, on attend une p-value, par exemple quand on veut prendre un risque d'erreur de 5%, on va donner une p-value et on dit à 95% de chance, la différence qu'on observe là, elle est due au médicament. Et il y a 5% de chances qui font que c'est inhérent au test statistique, cette différence elle soit due au hasard. Donc on va conclure comme ça sur l'ensemble on va faire des tests statistiques sur toutes les comparaisons qu'on mène et on va conclure en disant voilà, notre médicament il est efficace avec un risque de 5% de se tromper et que en fait en réalité la différence qu'on observe dans les deux groupes elle est due au hasard. Donc ça c'est la signification statistique.
Donc c'est très important déjà de regarder la signification statistique parce que vous avez quand même pas mal d'essais ou notamment des études qui sont reprises dans des congrès ou autres où on va vous montrer le risque relatif, ce que je vous présentais. Il y a 2 fois plus de morts dans ce groupe-là. Et en fait, vous, si vous allez voir l'intervalle de confiance ou la p-value, c'est pareil, vous allez vous dire, oui, mais non, c'est pas du tout statistiquement significatif. Du coup, ça veut dire qu'il y a énormément de chances que ce résultat-là, il soit dû au hasard. Si c'est statistiquement significatif, les chances que ça soit dû au hasard sont très faibles. Et après ça, on va regarder la significativité clinique. C'est-à-dire que, d'accord, ça vous paraît statistiquement, ça apparaît statistiquement significatif, la différence entre les 2 groupes. Oui, mais est-ce qu'en clinique, c'est intéressant? D'accord, on retrouve par exemple une différence de mortalité statistiquement significative entre le groupe traité et le groupe contrôle. Bon, c'est très intéressant. En revanche, si on augmente de 2 mètres le périmètre de marche, ok, c'est statistiquement significatif. Finalement, la conclusion de l'essai sera la même, efficacité du médicament. En revanche, en clinique, est-ce que vous allez prendre le risque de donner ce médicament à votre patient qui fera peut-être des effets indésirables, etc., pour que juste il augmente de 2 mètres le périmètre de marche. Donc il y a aussi tout ça à se poser derrière, en fait, à avoir un regard critique sur les essais qui sont conduits et toujours à regarder le critère de jugement. Donc pour conclure, l'essentiel, c'est qu'on a 2 groupes de médicaments. On va comparer donc 2 traitements. Le traitement de référence, le traitement à l'essai, et dans un autre groupe, un traitement de référence ou un traitement placebo. Si la différence qu'on observe, elle est statistiquement significative, donc c'est peut-être vrai, c'est probablement vrai, il y a peu de risques que ça soit dû au hasard, il y a un risque en général qui est que de 5%. Et dans ce cas-là, on va regarder si oui ou non cette différence, elle est cliniquement intéressante ou pas. Ça, c'est en fait le travail des agences pour évaluer, pour donner ou pas l'AMM et pour évaluer ensuite le médicament par la suite. Si la différence est statistiquement significative, ça peut quand même être faux puisque, comme je vous disais, il y a toujours un risque d'erreur qui correspond au risque alpha qu'on vous présente dans les études et qui est en général de 5%. Donc on conclut, oui, on a une différence, mais il y a quand même 5% de risque de se tromper. En revanche, si on compare nos 2 traitements et qu'on n'observe pas de différence statistiquement significative, il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit c'est par manque de puissance, et c'est-à-dire qu'on n'aura pas inclus assez de sujets en amont. Et donc par exemple, si vous voulez faire une étude pour démontrer qu'il y a moins de morts dans le groupe traité par le médicament qu'on cherche que dans le groupe traitement de référence, vous allez devoir inclure un nombre très très important de sujets pour que finalement il y ait une différence en termes de décès dans les 2 groupes. Parce que si vous prenez 4 sujets, en fait, il n'y en aura peut-être aucun qui va mourir dans les 2 groupes. Si vous prenez 10 000 sujets, bon, c'est jamais le cas dans les phases 3, mais vous aurez quand même plus de probabilité qu'il y ait quelques sujets qui décèdent dans les 2 groupes pour voir une différence apparaître dans les 2 groupes. Donc déjà, la première question, si on n'observe pas de différence, c'est de se demander est-ce qu'il y avait un effectif suffisant et est-ce que notre étude était assez puissante pour pouvoir observer l'effet qu'on cherche. Plus l'effet est faible, plus il faudra inclure de monde. Donc tout ça, c'est préparé en amont de l'essai clinique. Normalement, tout ça, c'est calculé, combien de sujets on inclut, sachant qu'on attend peut-être 20% de sortie d'études, etc., et qu'on veut démontrer une différence de ça entre les 2 groupes, etc. Tout ça, c'est préparé en amont. Alors soit c'est donc qu'on observe il y a un manque de puissance qui fait qu'on n'a pas observé de différence, soit c'est peut-être le cas, en effet on aurait beau augmenter l'effectif des groupes, augmenter la puissance, on ne trouverait jamais de différence puisque on n'a vraiment pas de différence entre les 2 groupes. Donc l'interprétation des études elle est très compliquée parce qu'on a toujours un risque d'erreur, on regarde la signification statistique, mais il faut regarder également la signification clinique, regarder la puissance, etc. Donc à analyser, c'est assez compliqué. En plus de ça, les essais cliniques présentent de nombreuses limites. Je vous disais, on délivre des autorisations de mise sur le marché sur la base des résultats des essais cliniques fournis par la firme pharmaceutique qui sont réalisés sur un groupe de sujets qui est extrêmement homogène,
qui présente exactement la pathologie à traiter, c'est-à-dire par exemple énième ligne après ça, chez un patient qui a telle mutation, qui répond pas à tel truc, etc. Donc c'est vraiment un groupe très très précis. Et on veut pas on veut pas de femmes enceintes parce qu'on les met pas dans les essais cliniques, on veut pas d'enfants, on veut pas de gens polymédiqués, etc. Et donc finalement, on se retrouve à faire des essais cliniques en fait qui sont un peu artificiels, puisque en réalité, la majorité des patients qu'on traitera par la suite, eh ben, ils répondront pas exactement aux critères, puisque vous allez voir des patients qui ont plusieurs pathologies, des patients qui sont plus jeunes ou plus vieux, des patients qui ont plein d'autres antécédents, etc. Donc en fait, les essais cliniques, on dit qu'il y a 5 trop. Les essais cliniques, ils sont trop simples et trop limités à une tranche d'âge. Donc en fait, finalement, ils ne s'intéressent pas aux populations à risque. Enfin, ils ne s'intéressent pas. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ne s'intéressent pas, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'essai clinique, on ne sait pas ce que va donner le médicament si on l'administre dans une population à risque. Il y a trop peu de sujets parce que même si un effet rare, c'est un effet qui survient, qui a une fréquence de 1 pour 1000. Déjà, 1000 sujets dans un essai clinique, c'est très grand. Donc ça veut dire que la probabilité pour que vous détectiez les effets rares, qui sont souvent graves, elle est extrêmement faible. Il y aurait un patient qui ferait l'effet dans l'étude, et il n'y a pas toujours 1000 sujets. Donc il y a trop peu de sujets pour estimer un peu les risques faibles, les effets indésirables graves. Ils sont trop étroits, comme je vous disais, l'AMM, de plus en plus maintenant, pour obtenir des AMM, les firmes pharmaceutiques ciblent des niches extrêmement étroites. Et ils sont trop brefs, puisque, par exemple, sauf pour certaines études sur la mortalité, finalement, on va suivre les patients pendant, par exemple, 6 mois. Mais pendant 6 mois, vous n'aurez aucune idée de l'effet sur, par exemple, certains médicaments vont augmenter la survenue de cancer. En 6 mois, bien sûr, vous ne verrez jamais survenir un cancer, c'est trop tôt. Il y a d'autres effets à long terme, des effets neurologiques, des effets, certains médicaments qui entraînent des effets à long terme que vous ne verrez jamais apparaître dans les essais cliniques. Donc en fait, l'essai clinique, c'est un essai qui est construit pour montrer une efficacité sur un critère particulier, mais finalement, à l'issue de l'essai clinique, finalement, c'est pas grand-chose encore sur le médicament, sur ses effets rares, sur ses effets graves, comment ça va se passer quand on va le donner à des patients qui ont d'autres pathologies, qui prennent d'autres médicaments, les interactions médicamenteuses, etc. L'essai clinique ne permet pas de répondre à tout ça. Donc, schématiquement, c'est ça, c'est-à-dire l'essai clinique, c'est une population extrêmement homogène, puisque nous, on veut voir juste l'efficacité sur un critère précis pendant l'essai clinique, alors qu'en vie réelle, votre population, elle sera absolument pas homogène. Déjà, principal facteur, vous aurez beaucoup de sujets âgés en vie réelle, puisque c'est la majorité des patients qui prennent des médicaments, ils sont âgés, alors que dans les essais cliniques, s'il vous plaît, dans les essais cliniques, on va essayer de ne pas prendre des sujets trop âgés, parce que justement, on ne veut pas qu'il y ait de pathologies associées, etc. Donc on ne sait même pas comment va réagir notre médicament. Parfois, il y a des moyennes d'âge qui diffèrent de 20 ans entre la moyenne d'âge des patients traités et la moyenne d'âge des patients inclus dans les essais cliniques, notamment pour des essais sur Alzheimer. Vous avez Alzheimer, la moyenne d'âge des patients qui ont Alzheimer, elle est très âgée. Elle est par exemple de 75 ans, 80 ans. Et en fait, elle va être de 65, 70 ans dans les essais. Donc, vous avez des différences très importantes. Ce qui fait que quand vous allez donner votre médicament à un patient qui est beaucoup plus âgé, vous ne savez pas si vous pouvez attendre la même efficacité, puisque dans l'étude, ça n'a pas été évalué chez ce type de patient. Pareil, chez les sujets obèses, chez les sujets qui ont une autre pathologie associée ou des interactions, etc. Donc, il y a quand même des limites très importantes aux résultats des essais cliniques. Et donc, bon, ça, ce que je vous ai dit, il y aura des patients dans la vraie vie qui seront polymédiqués, qui seront âgés. Vous aurez énormément de monde. Donc, dans la vraie vie, vous allez voir apparaître les effets indésirables qui sont rares, qui sont graves. Vous avez un mésusage, notamment, par exemple, si vous avez entendu parler de l'affaire Mediator, on a observé des effets indésirables cardiaques parce que c'est un effet rare, mais donc
qu'on n'observe pas quand on traite un petit nombre de sujets. Mais avec le mésusage lié à ce médicament, on a largement augmenté le nombre de patients traités. On a vu apparaître des effets graves. Et dans la vraie vie, vous avez des patients qui vont prendre le médicament pendant des durées extrêmement longues, des années. Et donc là, on va pouvoir également voir apparaître des effets qui sont au long cours. Donc finalement, l'essai clinique, il est intéressant parce que, enfin, il est intéressant. Il va vous permettre de répondre à une question sur l'efficacité pour pouvoir en fait obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Donc ce sont les agences qui vont évaluer ce rapport et qui vont dire à l'issue de ça, oui ou non, on donne l'autorisation de mise sur le marché. Mais en fait, ça va plutôt être étudié d'un point de vue du risque. En gros, est-ce que ce médicament-là, il peut avoir une autorisation de mise sur le marché, il peut être vendu dans tel pays. Et finalement, il y a les agences qui vont faire un travail derrière pour évaluer l'intérêt du médicament plus tard et qui vont donner un SMR, service médical rendu, ou un ASMR, donc normalement vous avez déjà entendu parler, amélioration du service médical rendu. Et c'est cet SMR et cet ASMR qui vont vraiment être informatifs sur l'intérêt du médicament par rapport aux autres médicaments qui existent déjà, qui vont regarder un petit peu sa balance bénéfice-risque. Et ça va aller beaucoup plus loin que ce simple essai clinique de phase 3 qui répond juste à une question précise avec un nombre de sujets inclus, une différence statistiquement significative qui est souvent un ric-rac, qui va être beaucoup plus intéressant. Donc c'est pas parce qu'un médicament a une autorisation de mise sur le marché que c'est un bon médicament. Il va falloir aller voir les avis, notamment de la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui va dire, en fonction de l'ASMR, si oui ou non ce médicament est intéressant. Mais l'AMM n'est pas gage de bons médicaments, et plutôt gage d'un médicament qui finalement n'entraîne pas trop de risques pour la santé. Donc comme ces essais cliniques ne sont pas suffisants, il y a une dernière phase qui a lieu après l'autorisation de mise sur le marché, donc pendant la commercialisation du médicament, qui est la phase 4. La phase 4, elle comprend la pharmacovigilance et la pharmacoépidémiologie. Donc c'est deux types d'études, d'essais qui vont permettre d'étudier le médicament en vie réelle. Alors la pharmacovigilance, normalement, on va vous en parler. En fait, c'est la survenue d'effets indésirables et la mesure de l'efficacité en vie réelle. Donc là, on distingue l'efficacité d'un médicament observé pendant un essai clinique, qu'on appelle efficacité, de l'effectivité, ça correspond à l'efficacité d'un médicament en vie réelle. Donc il y a vraiment une différence entre les deux. Ce qui va nous intéresser, c'est l'effectivité. Est-ce que ce médicament a démontré son effectivité? Est-ce qu'en vie réelle, les études qui ont été conduites par la suite ont permis réellement de confirmer cette efficacité sur des critères cliniques importants en pratique médicale et qui ont une significativité clinique? Donc la phase 4, c'est donc la phase de pharmacovigilance. La pharmacovigilance, le principe, c'est de recueillir des informations sur les médicaments en population. Donc vous savez que l'ensemble des professionnels de santé et des patients peuvent déclarer les effets indésirables qu'ils observent sous médicaments. Donc ça va être plutôt pour évaluer les effets indésirables. Et vous avez la pharmacoépidémiologie qui est réalisée en fait sur en général des bases de données ou des grandes études de cohortes observationnelles, tout ça, pour essayer d'estimer l'efficacité des médicaments en vie réelle. On prend des grandes populations et on essaie de voir sur ces populations, est-ce qu'on observe une efficacité du médicament, est-ce qu'on observe des effets indésirables particuliers, etc. Donc ça va être vraiment l'étude du médicament en vie réelle en termes d'efficacité et d'effets indésirables. Donc ça complète bien sûr les phases d'essai clinique 1, 2, 3. Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh bien donc c'est bon, j'ai fini mon cours.